conférence. Bonjour à tout le monde sur Facebook. Alors, on est au déjeuner-conférence de SSMT Clinique Médicale ce matin. On va commencer la conférence dans un instant. J'ai fait la présentation des membres de l'équipe. Yannick Beaulieu, copropriétaire et CPA, qui était à l'arrière, avec Stéphanie Desbiens, qui est adjointe exécutive, et Françoise Houle, en avant, qui est la copropriétaire aussi avec Yannick de la clinique, et infirmière aussi. Elle va faire sa propre présentation. Alors, bonne conférence à tout le monde. Merci. Bon matin, tout le monde. On est très contents de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être présentés en grand nombre. C'est apprécié et, je l'avoue, un petit peu stressant aussi. Mais vous avez l'air d'un bon public. Donc, aujourd'hui, en fait, on est ici pour vous parler de votre santé à la retraite. SSMT, Clinique Médicale, était anciennement connu sous le nom de Service de santé Marlène Tassé. Est-ce qu'il y en a entre vous qui avaient déjà entendu parler de cette clinique-là? Oui. Beaucoup de monde. En fait, Service de santé Marlène Tassé, maintenant SSMT, là, pour reprendre simplement les premières lettres de chacun des mots du nom original, a fêté le 1er mars ses 37 ans d'existence. On est la plus vieille clinique privée de l'Outaouais et une des premières au Québec aussi. Marlène, dans le temps, est vraiment en avance sur son temps, puis nous, on fait beaucoup d'efforts pour maintenir le chemin, le cap qu'elle avait pris, elle, à l'époque. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'histoire de la clinique. Alors, elle a été fondée en 1989. À la base, c'était une agence de placement infirmier. Donc, les soins privés n'existaient pas, mais il y avait déjà, en 1989, un manque critique de personnel dans les hôpitaux. C'est rien de nouveau, ça ne date pas d'hier. Alors, la clinique permettait de placer des infirmières dans des endroits où il y avait un manque de personnel. Par la suite, c'est passé d'une agence de placement infirmier à une compagnie, une entreprise de soins à domicile, soins infirmiers à domicile. Donc, les patients pouvaient obtenir des soins chez eux faits par des infirmières. Par la suite, on a fait la transition vers le volet soins infirmiers. Donc, mais en clinique cette fois-là. Les soins à domicile ont toujours existé, d'ailleurs, ils existent toujours. Mais à ce moment-là, on a commencé à faire des soins directement en clinique, entre autres des soins de plaie, des prises de sang, prise de pression et choses du genre. On a ensuite ouvert le volet médical, suivi du volet médical spécialisé, et c'est là qu'on est aujourd'hui. Comme mentionné tantôt, Yannick, mon conjoint, et moi, nous avons acheté la clinique en juin 2023. Moi, à la base, je suis infirmière. J'ai fait majoritairement de l'urgence et des soins intensifs en début de carrière. Et mon conjoint Yannick est CPA. Alors, à nous deux, on est un bon mix parce qu'on a le côté soins et le côté plus cartésien. Donc, on est capable de faire des décisions intelligentes. On arrive avec des idées différentes étant donné qu'on a un background, je m'excuse de l'anglicisme, différent. Ça nous permet, je crois, de se démarquer nettement dans le réseau. Quand on a acheté, en fait, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire, mon cheminement. Comment est-ce qu'on fait pour acheter une clinique médicale? Comment je me suis ramassée, moi, dans cette position-là? À la base, étant une infirmière d'urgence, j'ai vu aux premières loges toutes les problématiques des soins de santé, en fait, parce que tous les patients qui sont hospitalisés passent par l'urgence. Il n'y a personne qui rentre directement admis à l'étage, sauf si c'est pour une chirurgie planifiée. Donc, tout part, la porte d'entrée de l'hôpital, c'est vraiment l'urgence. À ce moment-là, malheureusement, j'ai vu de la souffrance, j'ai vu un manque de personnel. Je vais revenir un petit peu là-dessus par la suite. Mais c'est ce qui a fait en sorte que j'ai fini par aller travailler à la clinique en tant que gestionnaire. Un petit fait comique, là. Nous, on est les 3e propriétaires de la clinique. Les 3 propriétaires de la clinique étaient des couples. Chaque femme était infirmière et son mari était entrepreneur ou en comptabilité ou les deux, comme Yannick. Donc, en plus de maintenir le cap sur les mêmes valeurs, on est vraiment le même genre de monde. Je pense que c'est ce qui permet une pérennité aussi stable de la clinique. On a tous été un peu dans la même ordre d'idée. La clinique, à la base, elle avait été vendue
en 2020, puis, dans le fond, au début de la COVID. À ce moment-là, peut-être que certains d'entre vous se rappellent, on était devenu le centre désigné de prélèvement de tous les hôpitaux de l'Outaouais. On recevait plus ou moins 300 patients par jour de prélèvement sanguin, alors il y avait beaucoup d'achalandage. Et à ce moment-là, moi, ils m'ont recruté pour venir gérer ce projet-là. Puis, avec tout ce que j'avais vécu à l'hôpital, j'ai vu une belle opportunité de pouvoir faire une différence dans la qualité des soins, chose que je pouvais un peu moins influencer en travaillant à l'urgence. Ensuite, de gestionnaire à propriétaire, on a racheté en 2023, comme j'ai mentionné tantôt. Certaines choses que j'ai vues à l'urgence qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et qui ont aussi été ma motivation principale pour toutes les valeurs et la mission de la clinique qu'on a présentement. Premièrement, évidemment, on en entend souvent parler, un manque de personnel. Le manque de personnel est lié directement avec l'épuisement. Il y a énormément de temps supplémentaire. Les charges de patients sont élevées par professionnel. Les quotas sécuritaires ne sont pas toujours respectés. C'est certain que ça a un impact sur les professionnels, mais malheureusement, ça a aussi un impact sur les patients. On voit des délais d'attente qui sont épouvantables. Ça aussi, ça ne date pas d'hier, mais depuis le temps des fêtes, on parle de plus de 200% de taux d'occupation dans les urgences. C'est bondé. Puis, dans toute la clientèle aux urgences, on a évidemment les cas urgents, mais on a aussi tous les autres cas non urgents, mais de personnes qui n'avaient pas d'autre choix que d'aller là parce qu'ils n'ont pas de ressources. Je ne sais pas si d'entre vous, il y en a qui ont perdu récemment leur médecin de famille avec toute la saga là, du projet de loi 2. On ne s'étendra pas là-dessus, mais il y a beaucoup de monde qui se sont retrouvés pris au dépourvu. Puis ça vient, dans le fond, ajouter au fait que les urgences sont déjà pleines parce que ces gens-là ont besoin d'être vus quand même. Un problème qui n'est pas urgent, ça ne veut pas dire que c'est un problème qui n'a pas besoin d'être pris en charge. Mais quand on n'a pas de ressources, bien, il faut qu'on voit quelqu'un, puis où est-ce qu'on est sûr de pouvoir être vu? C'est à l'urgence. Alors, tout ça donne comme résultat très malheureux un délai de prise en charge des cas qui sont réellement urgents. Je l'ai vu, c'est triste, c'est difficile à vivre pour les professionnels, pour les patients, pour leurs familles. Nous, ça nous a donné comme objectif et comme motivation de faire mieux. On arrive à notre mission. La première, c'est la prévention. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La prévention, en fait, ce que c'est d'attraper des choses qui débutent avant que ça cause des problèmes. Ça peut aussi vouloir dire adopter des saines habitudes de vie, avoir conscience de l'impact de ce qu'on fait sur notre santé à long terme ou à moyen terme. Ou à court terme, si jamais, mettons, on fait du parachute, pas de parachute, hein, c'est assez court terme. Ensuite, l'accessibilité. On croit souvent à tort que le privé, c'est pour les riches. Mais c'est pas obligé d'être comme ça. Nous, on veut être accessible. C'est pour cette raison-là qu'on n'a pas d'abonnement. On est la seule clinique privée en Outaouais qui n'offre pas d'abonnement. Parce que si on est malade une fois dans l'année, pourquoi on a besoin de payer pour 10 consultations d'avance? J'ai besoin de voir quelqu'un une fois, bien, j'y vais quand j'en ai besoin. Puis, on se fie, nous, que les gens vont revenir parce qu'ils ont eu un bon service et non pas parce qu'ils sont attachés par des abonnements, des paiements mensuels. Alors, on a définitivement cet objectif-là d'être accessible au plus grand nombre de gens possible parce qu'on sait que l'accès aux soins est excessivement difficile, particulièrement en Outaouais, avec la proximité avec l'Ontario. Dernièrement, les soins humains. On est des humains, nos professionnels sont humains, ce sont des gens de cœur qui travaillent fort et qui s'occupent de patients de cœur qui ont besoin de services. Donc, ces trois points-là ensemble, c'est notre raison d'être à la clinique. Notre équipe, SSMT, beaucoup de gens pensent que c'est une petite clinique, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce qu'on fait, qui pensent qu'on fait encore que des prises de sang ou encore, d'ailleurs j'ai une fois de temps en temps des appels de journalistes qui demandent des entrevues pour demander comment ça va l'agence de placement infirmier. Mais on n'en fait plus depuis au moins 20 ans. Alors, peut-être qu'une petite mise à jour serait intéressante. On a une équipe composée de 14 professionnels. Alors, c'est quand même une grosse clinique. Dans ces professionnels-là, on a une dermatologue, on a 2 infirmières praticiennes spécialisées,
On a une équipe d'infirmières qui font des soins de toutes sortes. Là. Ça va de la consultation voyage à la vaccination, à différents soins infirmiers de santé de la femme. On a une équipe qui fait des prélèvements sanguins, des examens là, comme les moniteurs de pression à domicile, moniteurs cardiaques qu'on garde à domicile aussi, des lavages d'oreilles, etc. On a aussi toute notre équipe administrative, puis on a des soins à domicile. Donc, on est une grosse équipe bien soudée et composée de multiples types de professionnels. Ça fait en sorte que vraiment, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas vu avec nos connaissances collectives. Donc, je pense que c'est un avantage notable pour la clientèle. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent c'est quoi une IPS? Une infirmière praticienne spécialisée. Une infirmière praticienne spécialisée, exactement. C'est un concept qui est relativement nouveau. En réalité, une infirmière praticienne spécialisée, c'est l'équivalent d'un médecin de famille. Dans le réseau de santé publique, quand on est sur la liste d'attente de patients qui se sont inscrits pour obtenir un médecin de famille, on a autant de chances d'être pigé par un médecin que par une infirmière praticienne. Elles ont les mêmes droits de pratique, elles peuvent diagnostiquer, prescrire des examens, prescrire de la médication, renouveler vos médicaments, faire vos suivis de maladies chroniques. Elles font la même chose, mais c'est un petit peu moins connu parce que c'est un rôle qui est plutôt récent. Donc, c'est bon à savoir pour les gens que, en réalité, notre médecine familiale à la clinique, elle est faite par des infirmières praticiennes spécialisées, mais elles ont les mêmes droits de pratique que les médecins. Nos services. On fait beaucoup de choses. Je l'ai nommé tantôt, puis j'imagine que vous l'avez compris aussi quand j'ai nommé le nombre d'infirmières et de professionnels qu'on avait à la clinique, mais on fait de la médecine spécialisée, donc on a une dermatologue, et on en parlera un petit peu plus tard. Nous avons de la médecine familiale et des consultations d'urgence mineure. Donc, la médecine familiale, au privé, vous n'avez pas besoin d'être comme inscrit comme un médecin de famille. Vous voulez un bilan annuel une fois parce que vous voulez vous assurer de votre santé de base. Vous n'avez pas de problème de santé, vous n'êtes pas malade. Vous pouvez prendre un bilan complet. On fait une révision de votre état de santé, on fait les tests nécessaires. Ça, c'est vraiment préventif. Puis, on a c'est ça, les suivis de maladies chroniques, consultation d'urgence, vous avez une infection urinaire, une otite, une pneumonie, une vieille toux qui ne passe pas. Vous avez besoin de voir quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait. On fait de la santé voyage, de la vaccination, des prélèvements, toutes sortes de soins infirmiers, comme je vous ai nommé tantôt, et les soins infirmiers à domicile. Là, je vais faire une petite parenthèse aussi. On fait 2 types de soins à domicile. Nous, la clinique, on s'occupe de ce qui est soins infirmiers à domicile, soins de plaies, prélèvements sanguins, des lavages d'oreilles, la vaccination à domicile, pour les gens qui ont plus de difficultés à se déplacer ou qui préfèrent simplement être chez eux. Et on a un partenaire qui prend en charge le volet maintien à domicile. Si vous avez des questions là-dessus tantôt, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Le maintien à domicile, c'est des préposés à domicile qui viennent aider à l'alimentation, le déplacement et tout ça. Un volet qui est intéressant pour vous. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on parle de prévention. On va aborder 2 sujets principaux. Le premier étant le voyage, les consultations de voyage. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait une consultation de voyage? Quelques mains. Une consultation de voyage, en fait, ça sert à prévenir les problématiques potentielles qu'on pourrait avoir en voyageant dans un pays où les risques ne sont pas les mêmes que notre pays d'accueil, donc le Canada. La majorité des retraités font 3 types de voyages. Des tout inclus, des croisières et des voyages de découverte. Voyages de découverte sont généralement des voyages de groupe, mais on en a quelques-uns qui sont un petit peu plus willing, puis qui vont faire des genres de voyages backpack, mais c'est plus rare. Donc, ensuite, bon, on a les types de voyages et on a les types de voyageurs. On a des voyageurs qui sont des couples, voyageurs seuls, surtout en croisière et dans les tout inclus, et entre petits groupes d'amis, là, disons 2 couples. Et on a ceux qui font des voyages de groupe, des voyages organisés. Puis généralement, là, les voyages de découverte, c'est ça. Si on regarde là, nos patients, là, puis qu'on décortique un petit peu le genre de voyages qu'ils font là, pour lesquels ils consultent, généralement, c'est ça. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà eu la tourista?
en voyage? Vous pouvez répondre dans votre tête, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de lever la main, mais je pense que probablement que la grande majorité des gens ici, il y a une petite lumière qui s'est allumée. La pile de papier de toilette, c'est pas tant une joke que ça. La tourista, ça ne nous pointe jamais au bon moment. Puis, tout dépendant du type de voyage qu'on fait, ça peut être un petit peu plus compliqué que d'autres fois. Quand on est dans un tout inclus, bon, c'est pas trop le fun, mais mettons que la chambre est à côté de la piscine, ben on peut peut-être courir puis on espère se rendre. Mais dans des voyages de découverte, là, on est, imaginez-vous, fermez les yeux, on est en train de visiter un musée, là, quelque part. Puis là, ça commence à gargouiller. Puis là, on se dit, où est la salle de bain la plus près? Et on arrive, et il y a 12 personnes en ligne. Puis là, on dit, excusez, je me rends pas. Est-ce que je pourrais passer en avant? Ça, c'est pas des choses qui sont très agréables. C'est assez pour nous gâcher un voyage. Et malheureusement, la tourista, c'est la complication la plus fréquente, mais aussi une de celles qui sont les plus faciles à prévenir. Je ne sais pas si vous saviez, mais il existe différents moyens de protection contre la tourista. Premièrement, il existe un vaccin qui est un vaccin oral qu'on boit 2 fois dans le fond, 1 semaine avant de partir, 2 semaines avant de partir. Ça va nous protéger. Puis il y a aussi la possibilité de prendre de la médication si jamais on sent qu'on commence à avoir des symptômes à destination. Personnellement, je ne pars plus jamais en voyage sans ça, ce petit package-là, parce que ça m'est arrivé trop souvent de savoir exactement où sont les toilettes parce que ça se pourrait que j'en aie besoin. C'est pas particulièrement le fun. C'est quoi concrètement une consultation voyage? En fait, une consultation voyage, comme j'ai dit tantôt, ça sert à prévenir des problèmes potentiels pour lesquels on n'est pas protégé naturellement. Dans les pays où est-ce qu'on voyage, là, mis à part si on voyage ailleurs au Canada ou dans des régions très peuplées de l'Europe, il y a des risques pour lesquels on n'a pas de protection naturelle. La consultation voyage va permettre d'évaluer où est-ce que vous allez, vous partez combien de temps, qu'est-ce que vous allez faire là-bas. Vos risques spécifiques de santé à vous, c'est quoi? Parce qu'on a tous un historique de santé qui est différent. On ne fait pas tous dans le même moule. Ça veut dire qu'on a aussi besoin de soins différents. Tout dépendant où est-ce qu'on va, c'est pas les mêmes antibiotiques. Il y a des pays, la même maladie, la même bactérie a des résistances. Il faut le savoir. C'est pour ça que nos consultations voyage sont faites par des professionnels dans le domaine. C'est pas juste une infirmière qui regarde sur Google quelle maladie il y a dans tel pays. C'est des formations constantes, multiples fois par année. C'est de l'étude, c'est des conférences fréquentes là, dans lesquelles elles vont obtenir les informations les plus récentes. Et évidemment, ça vient aussi avec des outils de travail qui sont toujours à jour. Là. Il existe des programmes de santé voyage dans lesquels on peut voir en temps réel les différentes éclosions qu'il y a dans les pays. Est-ce que ces bébites-là ont des résistances à quelque chose? Ça bouge excessivement vite maintenant. On l'a vu avec la COVID, là, les voyages en avion, c'est vraiment pas long que quelque chose se transmette d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Nous, nos professionnels, sont habilités pour savoir exactement c'est quoi les risques liés à votre voyage. Donc, la consultation voyage, ça sert vraiment à ça. Je tiens à dire aussi que la meilleure consultation voyage qu'on peut avoir, c'est celle que quand on revient, on se dit « Eh, finalement, je n'ai pas besoin. » Mais on se dit ça parce qu'on n'a pas été malade. C'est probablement pas un hasard. Quand on revient de voyage, puis qu'on ne file pas, on est malade, puis qu'on doit consulter, on finit par consulter pareil, mais c'est pas mal moins le fun de consulter parce que tu reviens puis tu files pas que parce que tu pars puis tu veux t'assurer d'avoir du fun là-bas. Donc, comme je vous ai dit, le fonctionnement, premièrement, il y a l'analyse, là, donc je vous avais déjà parlé, là, je vous ai énuméré les différentes étapes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette analyse-là? Il existe une panoplie de vaccins. À la clinique, on a tous les vaccins en stock. Donc, vous venez pour votre consultation voyage, on vous donne tout sur le champ, les choses que vous décidez de prendre. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer une deuxième fois. On peut prescrire une panoplie de différents médicaments préventifs en fonction de où est-ce que vous allez. Il n'y a pas juste des antibiotiques, il y a des médicaments antipaludiques si vous allez dans certaines zones, des médicaments pour la malaria. S'il y en a d'entre vous qui sont des grands adeptes de plein air, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne peut pas être un grand sportif.
D'ailleurs, on en a qui viennent à la clinique fréquemment parce qu'ils font des montagnes et qui ont besoin de médicaments pour le mal aigu des montagnes à cause de l'altitude. Donc, des fois, c'est pas juste je vais faire attention à ce que je mange. Il y a des conditions comme l'altitude pour lesquelles on n'a absolument aucun. Il n'y a rien qu'on peut faire. Notre corps réagit d'une certaine manière, puis il faut qu'on soit préparé. La médication sert à ça. Quand on prescrit quelque chose, évidemment, on va toujours bien l'expliquer, on remet de la documentation, quand le prendre, comment le prendre, que vous ne soyez pas au dépourvu. On sait que des fois, on fait la consultation voyage, on part quelques semaines ou quelques mois plus tard, puis la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, évidemment, toutes les instructions qu'on a reçues, on ne s'attend pas à ce que vous vous rappeliez de tout. On vous donne la documentation, vous allez pouvoir regarder à nouveau là-bas si jamais vous en avez besoin. On vous donne aussi toutes sortes de conseils en fonction de votre destination. Généralement, c'est des conseils qui vont être en lien avec l'alimentation, l'hydratation ou les différentes choses à utiliser pour se protéger, entre autres là, de tous les moustiques qui peuvent nous transmettre toutes sortes de maladies outre-mer. En plus des vaccins reliés à votre destination, il y a des vaccins qui valent la peine d'avoir, ou au moins de s'assurer qu'on est à jour. Des fois, il y a des vaccins qu'on peut avoir reçus dans notre enfance ou notre jeune vie d'adulte, puis qui éventuellement, l'immunité diminue tranquillement pas vite, puis qui peuvent être nécessaires d'avoir un rappel. Nos infirmières qui sont spécialisées sont aptes à faire toute l'évaluation de votre carnet vaccinal, savoir est-ce que vous êtes à jour, est-ce qu'il y a un danger potentiel. Puis les vaccins qui sont importants d'avoir, qui n'ont pas nécessairement de lien avec les voyages, mais qui pourraient, par exemple, vous gâcher votre voyage tout de même si jamais vous ne l'avez pas. Entre autres, grippe COVID, là, quand c'est la saison, dans les avions, c'est un incubateur à maladies respiratoires. C'est de l'air qui est recyclé, les filtres ne sont pas toujours super efficaces ou neufs. Le nombre de personnes qui disent moi, à chaque fois que je vais en voyage, je reviens malade, mais ça peut être parce qu'ils ont attrapé quelque chose dans l'avion. Quand on l'attrape en revenant, bon, c'est plate, on revient de voyage, on doit se reposer. Mais quand on l'attrape en y allant puis qu'on est malade là-bas, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis malade, j'ai vraiment juste le goût d'être dans mon lit, puis dans mes affaires, puis proche de ma toilette, puis avec mes mouchoirs. Puis là-bas, à destination, tout dépendant de où est-ce que vous êtes, on n'a pas toujours accès là, au meilleur matériel de soins, puis on n'est vraiment pas confortable non plus là, dans une espèce de chambre d'hôtel loin de chez nous quand on ne se sent pas bien. Ensuite, j'ai parlé de la grippe et du COVID. On a les vaccins pour la pneumonie qui sont pertinents aussi. Ces vaccins-là ne sont pas juste pertinents, évidemment, quand vous allez en voyage. Ils sont pertinents à chaque début de saison de grippe. Puis, la majorité des vaccins pour la pneumonie sont bons à vie. Donc, vous prenez une dose, puis vous êtes bon après. Là. Puis, il y a des vaccins qui peuvent se combiner ensemble pour augmenter votre immunité. D'ailleurs, petite parenthèse, mais il y a un nouveau vaccin qui est sorti, qui a été approuvé là, plutôt récemment en novembre, qui vient compléter le vaccin Prévenant. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous à qui ça sonne des cloches, là, le vaccin Prévenant qui est le vaccin contre la pneumonie, le principal vaccin. Le nouveau vaccin qui est sorti, il vient, dans le fond, compléter l'immunité. Puis si vous avez ces deux vaccins-là, vous êtes protégé contre 93% de toutes les souches de pneumonie qui sont en circulation. C'est vraiment une belle protection. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, je vous suggère. Personnellement, depuis que je suis vaccinée, j'ai toujours eu tendance à toutes les fois que je suis malade, ça descend dans les poumons, ça va dans les sinus. Bon, ça va vraiment mieux depuis que je les ai eus. Alors, je pense que c'est pas juste pour les retraités, c'est bon pour tout le monde. Mais avec l'âge, on sait que les facteurs de risque augmentent. Le système immunitaire est des fois un petit peu plus lent à prendre le relais, donc c'est encore plus pertinent avec l'âge. Finalement, on a le vaccin contre le zona. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà eu. C'est absolument épouvantable. C'est un peu l'équivalent de se foutre le doigt dans une plug électrique, mais en permanence. Malheureusement, quand le zona est résolu, les douleurs peuvent rester. Le virus du zona vient abîmer de façon permanente les terminaisons nerveuses et il y a des gens qui vivent avec des douleurs chroniques pour le reste de leur vie. C'est excessivement difficile et aussi, malheureusement, souvent résistant à la médication, cette douleur-là. Ça vient vraiment impacter de façon sérieuse la vie des gens. Donc,
on veut éviter d'avoir le zona pour pouvoir continuer de profiter de la vie et d'en profiter longtemps. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, je vous le conseille très fortement. Je vais vous conter une petite histoire personnelle, mais j'ai eu le zona, moi, quand j'avais 20 ans. Puis, j'ai été chanceuse parce que plus on le jeûne, moins il y a des chances de séquelles à long terme. Mais je peux vous dire que ça fait mal en tabarouette. Puis, que malgré mon jeune âge, quand je l'ai eu, je le sens encore quand il y a des changements de température. Donc, avec l'âge, quand on est rendu à la retraite, les risques de dommages permanents sont assez élevés. Si jamais vous avez déjà eu le zona, vous pouvez quand même recevoir le vaccin, parce que malheureusement, le zona, c'est pas une maladie qu'on peut avoir une seule fois dans notre vie. C'est plus rare de l'avoir une deuxième fois, mais ça peut arriver. Puis quand vous l'avez eu une fois, je vous garantis que vous savez que vous ne voulez pas le revoir une deuxième fois. Donc, 1 an après l'épisode, vous pouvez avoir votre vaccin. Si jamais vous n'avez pas eu votre vaccin, peu importe la raison, et que vous avez un épisode de zona, il faut consulter dans les 72 heures. On a seulement 72 heures pour débuter un traitement contre le zona. Après 72 heures, ça ne sert plus à rien. Donc, on essaie de gérer la douleur, puis on attend que ça passe. On fait ça en clinique, puis vous n'avez pas besoin de voir une infirmière praticienne spécialisée ou un médecin. Ce sont des infirmières qui sont habilitées à le diagnostiquer, faire le test, vous prescrire la médication pour que ça soit accessible super rapidement. Donc, si jamais vous avez un zona, vous n'avez pas été vacciné, ou vous avez un zona et vous avez été vacciné, vous pouvez obtenir un traitement. Voyager veut souvent dire soleil, temps passé dehors. Des fois, on oublie de se recrémer. Hein? Je ne sais pas combien d'entre vous, quand ils voyagent, le matin, on sort du lit, on se brosse les dents, on se badigeonne de crème solaire, on part, notre tube est resté dans la chambre, on ne se recrème pas pendant la journée, puis à la fin de la journée, on revient à la chambre et nos pieds ont l'air de ça. Ça fait mal, puis c'est pas le fun. Mais la douleur, elle est temporaire. Ce qui n'est pas temporaire... Ça, c'était les pieds d'une girafe. C'est quoi? Je pensais que c'était les pieds d'une girafe. Non, c'est des coups de soleil de doudoune. La douleur d'un coup de soleil est temporaire, mais les dommages causés à la peau, eux, sont permanents. Ramenez-vous dans votre tête, là. On a tous eu au moins un coup de soleil mémorable. Genre, je me suis endormie sur la plage avec mon livre sur la bédaine, puis là, je me réveille... Puis j'ai presque les pages imprimées sur le corps, ou bien j'avais mes lunettes de soleil, puis là j'ai l'air d'un raton laveur pour le reste de l'année. Tout le monde a au moins une histoire mémorable d'un coup de soleil. C'est pas le fun, des fois ça fait des cloches d'eau, on s'hydrate, on dort pas bien, on a des sueurs froides, mais après ça, on a des dommages pour la vie qui vont ressortir dans 20, 30, 40, 50 ans. Vous, à la retraite, je ne sais pas s'il y en a qui se sont fait bronzer avec de l'huile pour bébé ou des panneaux réflecteurs en aluminium. Dans le temps, on ne savait pas les dangers de ça. Mais maintenant, on les connaît. Malheureusement, il est trop tard, les dangers, les dommages sont faits. Je vais revenir à la petite slide d'avant pour vous dire que les coups de soleil, ça arrive, mais ça se prévient aussi en mettant de l'écran solaire, en se protégeant, porter des chapeaux, porter des vêtements légers mais longs qui protègent le soleil, puis éviter les heures de soleil là, qui sont les plus dangereuses de la journée. Bon, là c'est un peu plate, là c'est entre 11h et 15h. Alors, entre 11h et 15h, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser, mais on essaie de favoriser des zones d'ombre. Puis si on ne peut absolument pas être à l'ombre, apportez votre pinceau, puis... badigeonnez-vous de crème solaire. On parlait de risques accumulés. Les dommages qui sortent à votre âge sont les dommages de quand vous aviez mon âge. On pense tout le temps que ça arrive juste aux autres. On a tout le temps l'impression qu'on est invincible, surtout quand on est jeune. On ne fait pas trop attention. Puis là, les affaires commencent à ressortir avec l'âge. Les dommages qui sont accumulés depuis des années. Les zones les plus à risque, c'est les zones, des fois, qu'on pense à protéger, mais souvent qu'on ne pense pas. Le dessus des oreilles. Quand on se crème, là, on s'en met dans la face, le cou, les épaules. Mais est-ce qu'on va bien
frotter, là. Tu sais, est-ce qu'on en remet sur nos mains ou on fait juste, on se frotte la face, puis avec le petit peu qui nous reste sur les doigts, on va toucher nos oreilles. Souvent, c'est comme ça qu'on l'applique, mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas une protection qui est adéquate. Donc, les dommages causés par le soleil au-dessus des oreilles sont très, très fréquents. Au niveau du nez, au niveau de la poitrine, des épaules, c'est les zones les plus à risque sur lesquelles on voit le plus souvent des cancers de peau. Le cancer de peau est le cancer le plus fréquent au Canada. On voit à peu près 80 000 cas par année. Puis malheureusement, si on en a eu un, non seulement on peut en avoir d'autres, mais on est vraiment plus à risque d'en avoir d'autres. Parce que, étant donné que ce sont des dommages accumulés, bien, le premier cancer de peau qu'on a, c'est juste les dommages les plus vieux. Mais tous les dommages pour la peau qu'on a eu après ça vont finir par sortir plus tard aussi. Puis là, bien, ça nécessite des consultations, ça nécessite parfois des traitements. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui est reliée à ça pour vous, pour votre famille. C'est pas le fun. Donc, la prévention, c'est vraiment le plus important. Heureusement, la majorité des cancers de peau ne sont pas dangereux pour la vie. Ce sont des cancers qui vont rester localisés, mais qui vont continuer de grossir. Donc, c'est quand même important de les traiter, ces cancers-là, de les faire enlever. Mais heureusement, dans la très grande majorité des cas, on n'en meurt pas. Je vous présente Dr. Julie Lacroix, qui est notre dermatologue à la clinique SSMT. Dr. Lacroix est dermatologue, évidemment, de profession. Elle est aussi spécialisée en dépistage et traitement du cancer de la peau ainsi qu'en chirurgie. Donc, elle performe toutes ses biopsies elle-même directement sur place à la clinique. Dr. Lacroix, elle est aussi enseignante. Elle forme la relève de la dermatologie en Ontario et en Outaouais. Donc, c'est vraiment un bel exemple à suivre. Elle est excessivement compétente. Et si certains d'entre vous ont déjà eu la chance de la croiser, elle est aussi vraiment gentille, douce et rassurante. Quand on consulte en dermatologie, des fois on consulte juste pour être sûr, mais des fois on consulte parce qu'on est inquiet aussi. Puis quand on est inquiet, on a besoin de quelqu'un qui va être capable de nous rassurer avec des faits, de nous rassurer avec un historique. Non, j'en ai déjà vu, inquiétez-vous pas, je sais comment gérer ça. Docteur Lacroix, elle est comme ça. Elle est vraiment super, en plus d'être extrêmement compétente. Heureusement, on ne voit pas juste des cancers de peau à la clinique, malgré le fait qu'on en voit vraiment beaucoup. On voit aussi toutes sortes d'autres conditions qui sont super fréquentes. L'eczéma, le psoriasis, la rosacée, des fois, les petits boutons qui apparaissent avec l'âge, toutes sortes de lésions bizarres qui ne sont pas nécessairement des cancers de peau, mais des drôles de grains de beauté ou des petites plaques épaisses qui piquent, surtout dans le dos. C'est toutes des choses qu'elle peut évaluer, traiter, soit enlever si vous le désirez, ou au moins vous rassurer si c'est bénin, parce que c'est pas vrai qu'on a besoin d'enlever toutes les choses qu'on n'aime pas. Des fois, il y a des affaires qui poussent avec l'âge, puis c'est correct, c'est l'expérience qui sort. C'est l'expérience qui sort, mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de les enlever. Des fois, on veut juste être rassuré. Donc, on peut faire ça aussi. C'est pas parce que vous venez et que vous dites « Ah, mais là, je veux pas trop consulter parce que là, d'un coup, qu'il faut tout qu'elle m'enlève. » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On vous donne toujours le choix. Ça ici, c'est la prévention. C'est-tu le docteur? C'est pas le docteur, non. Ça semblait un peu. Ah, pas la bonne couleur de cheveux. Donc, on a parlé tantôt de protection. Alors, on applique l'écran solaire, on évite les soleils les plus forts. Mais la meilleure méthode de prévention, c'est l'auto-examen. Une fois qu'on a fait tout le reste, C'est ça qu'elle fait. étant donné qu'on sait que les dommages datent d'il y a vraiment longtemps, là, bien, il est un peu tard pour la protection. Mais il n'est pas trop tard pour la prévention, par exemple. Si on consulte dès qu'il y a un petit quelque chose qui nous inquiète, on le pogne tôt, c'est facile à enlever, on n'a pas de séquelles, tout est beau. Les cancers de peau, comme je vous ai dit, la majorité ne sont pas dangereux pour la vie. Par contre, ils finissent par grossir. Puis quand ça grossit, ça devient plus compliqué à enlever. On ne veut pas avoir besoin d'avoir une greffe de peau. Des fois, c'est plus compliqué, c'est plus profond quand même. La récupération est plus lente, plus difficile. Le risque d'infection est aussi un peu plus élevé. Donc, quand on consulte tôt, on met toutes les chances de notre bord. Pour l'examen de la peau, des fois, ça ressemble à ça. Mais des fois, ça ressemble aussi à ça. Ben oui. Ou bien à ça. Si vous essayez de vous regarder le dos, là, on a l'air de ça à peu près, là. Comme ça. C'est pas facile. On n'est pas toutes flexibles.
Par contre, heureusement maintenant avec la technologie, probablement qu'à peu près tout le monde ici a un téléphone cellulaire avec une caméra ou du moins une caméra à la maison. Prendre une photo d'une lésion qui nous inquiète, c'est vraiment une bonne façon de savoir si ça a l'air d'évoluer. L'examen de la peau, on veut le faire idéalement à tous les 3 à 6 mois. Son auto-examen. Pas consulter nécessairement, là, mais se regarder bien comme du monde sur toutes les coutures, demander à son conjoint ou sa soeur ou son frère, check-moi dans le dos ou le derrière des jambes, je me vois pas. Parce que, bon, le derrière des jambes, c'est peut-être un peu moins fréquent, les cancers de peau, mais au niveau du haut du dos, là, tous les messieurs qui se faisaient bronzer en bédaine, là, ou les madames en maillot de bain, ben, le soleil a touché notre dos pendant des heures et des heures et des heures, puis il y a des dommages qui se sont accumulés à ces endroits-là. Puis se voir derrière le cou, c'est vraiment pas évident. Donc, de demander à quelqu'un, peux-tu regarder, peux-tu prendre une photo? On essaie de prendre la photo à peu près à la même distance, la même place dans notre maison à chaque fois, puis on regarde, y a-t-il des changements, y a-t-il des affaires qui s'ajoutent, qui nous inquiètent? Si jamais, là, on se dit, hey, moi je sais pas c'est quoi qui est inquiétant, je sais pas c'est quoi qui devrait me sonner des petites clochettes, bien, dans ce temps-là, consulter, c'est une bonne idée, parce qu'on est des professionnels. Ça donne aussi une base. On consulte une fois, on regarde tout ce qu'il y a, puis après ça, on a juste besoin de surveiller, y a-t-il des affaires qui se rajoutent? Ou est-ce que c'est resté comme c'était? Puis on m'a déjà confirmé que tout ce qui est déjà là, c'est pas dangereux. Donc, ça peut être une belle solution, puis un beau moyen de se rassurer de consulter en dermatologie. Dans le réseau public, est-ce qu'il y en a ici, ben là je l'ai écrit, mais qui ont déjà attendu pour voir une dermatologue au public? Oui, quelques-uns. Je ne sais pas si vous avez fini par être vus. Il y en a qui ne le sont pas. Parce que les délais pour être vus au public en dermatologie varient entre 1 an et, tenez-vous sur votre chaise, le record qu'on a vu à la clinique, c'est 6 ans. Et la personne, elle n'avait pas été vue encore, là. Il est arrivé à la clinique, puis il nous a dit, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vu au public. Ça fait 6 ans. Et là, ça, c'était comme au mois de septembre, là, puis il me dit, moi, là, ils m'ont appelé cet été pour me dire, Monsieur Hurtel, ça fait 6 ans que vous êtes sur la liste d'attente. Vous n'en avez plus vraiment besoin, hein? Là, il dit, ben oui, justement. Il n'a pas été vu. Alors, il a été vu chez nous. Ce monsieur-là, malheureusement, avait eu une erreur de diagnostic. Là, je ne veux pas vous faire peur pour les médecins de famille, mais les médecins de famille, ce n'est pas des spécialistes en dermatologie. La dermato peut sembler comme une spécialité de la médecine qui est simple, parce qu'on voit, contrairement, disons, à la cardiologie, où on ne voit pas, ou l'orthopédie, ou tout ça. Donc, n'importe quoi d'autre, en fait, qui est à l'intérieur de l'enveloppe qui est la peau, on a l'impression que c'est plus complexe. Mais le nombre de différentes problématiques de peau qui existent, ça prend vraiment des connaissances ultra spécialisées pour s'y retrouver. Les médecins de famille, c'est un peu comme les urgentologues. Ils connaissent tout, mais sont bons en rien. Donc, on ne peut pas être spécialiste dans tout. C'est pour ça qu'il existe des spécialités de la médecine. Puis, c'est pas pour faire de l'ombre aux médecins de famille ou aux urgentologues. Ils sont bons dans leur spécialité à eux. La spécialité d'un médecin de famille, c'est de savoir où orienter. Quand est-ce que je devrais me dire que peut-être qu'il faudrait envoyer ce patient-là quelque part? C'est ça la spécialité d'un médecin de famille. Il va gérer vos maladies chroniques, mais quand ça dépasse ses compétences, ce qui est normal, parce qu'on a tous une limite de compétences dans notre domaine, sa job, c'est de référer. Étant donné que ce ne sont pas des spécialistes en peau, des fois, il y a des petites lésions qui ont l'air bénignes et qui peuvent, en réalité, ne pas l'être. Notre cher monsieur qui avait attendu 6 ans, quand il a consulté son médecin de famille parce qu'il y avait une petite plaque dans le cou qui l'énervait, qui était à peu près grosse comme le bout de votre petit doigt, bien, son médecin a dit « ça a l'air d'être de l'eczéma ». Donc, il a mis une priorité pas élevée dans sa référence en dermatologie parce que ça avait l'air d'une condition bénigne. Puis un eczéma, bien, on va le passer après les cancers de peau, évidemment. Le problème, c'est que ce n'était pas de l'eczéma, c'était effectivement un cancer de peau. 6 ans plus tard, quand ce patient arrive à la clinique, parce qu'il n'est pas sur le bord d'être vu au public, son cancer de peau est à peu près gros comme ça, gigantesque, lui fait mal,
tire, et là, ça devient un réel problème à enlever. Comme quoi, des fois, quand on est référé, si on trouve que le délai est long, là, écoutez votre petite voix intérieure, puis consultez. Vous allez peut-être être chanceux, vous allez peut-être être vu vite, quoique quand on est vu vite, généralement, c'est parce que ça va pas bien. On espère que ça va bien quand même, mais si jamais vous avez une petite voix dans votre tête qui vous dit « me semble que c'est pas normal que ça soit long de même », écoutez-la, vous êtes la personne qui vous connaît le mieux, donc faites-vous confiance. En dermatologie, je vous ai dit tantôt que le Dr Lacroix était non seulement spécialiste en dépistage, traitement du cancer de peau, mais qu'elle était aussi chirurgienne et qu'elle faisait ses propres biopsies. On fait d'autres choses dans une consultation en dermatologie. Premièrement, quand vous arrivez, on vous offre toujours un examen complet. Même si ce qui vous inquiète, c'est une petite affaire dans votre visage, tant qu'à être là, pourquoi on ne regarde pas votre dos? Pourquoi on ne regarde pas derrière vos jambes? Vous êtes là, vous vous êtes déplacé, vous avez pris la décision d'aller en prévention. Nous, on vous accompagne là-dedans en faisant une évaluation complète. Par la suite, s'il y a des affaires que finalement on se dit ça n'a pas l'air normal, il faudrait traiter ça, il faudrait du moins le faire analyser, on peut faire les biopsies. S'il y a des affaires qui ne sont pas dangereuses mais qui nous énervent, on peut les enlever. Des fois, là, les grosses plaques épaisses dans le dos qui piquent, puis qui grattent, puis des fois ils saignent, puis les madames, là, ça s'accroche dans la brassière en arrière. Ça s'enlève, même si c'est pas dangereux. Mais on va tout le temps vous donner l'option. On va vous dire, bien clairement, c'est pas dangereux, c'est esthétique. Si vous voulez l'enlever, on peut l'enlever. Il n'y a pas de honte à faire enlever des choses esthétiques. Vous avez le droit de vouloir vous trouver beau. Ensuite, on peut prescrire des traitements. Les traitements, ça peut être soit des traitements qu'on fait sur place, il y a des traitements à l'azote, des traitements avec la chaleur, où est-ce qu'on va faire fondre différentes lésions pour les enlever, qui fonctionnent très bien. Mais il existe aussi des traitements médicamenteux, que ce soit pour n'importe quel type de condition, de l'eczéma, une infection, une problématique récurrente là, pour lesquelles il existe un traitement. Il existe même un traitement de chimiothérapie en crème qui est phénoménal. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait le traitement à l'Effudex. Si oui, je suis sûre que vous en rappelez. Vous vous en rappelez parce que c'est un traitement qui est désagréable à faire, mais qui fait des miracles. Ça vient traiter, en fait, tous les dommages qui ne sont pas encore sortis, mais qui sont là. Donc, avant qu'un cancer de peau apparaisse, avant qu'on ait une lésion qu'on peut voir, on se dit « j'ai une petite plaque de peau sèche tout le temps qui ne guérit pas », parce que je vous dirais que dans une bonne partie des cas, c'est vraiment ça le symptôme principal. Là. J'ai une petite plaque quelque part sur mon bras ou sur mon front. C'est une petite plaque un petit peu rouge, tout le temps sèche. Je mets de la crème, c'est encore sec. Je la gratte, c'est encore sec. Ça pique, c'est pas le fun, des fois ça saigne. Avant que ça sorte, ça mijote quand même. Puis la chimiothérapie en crème, elle traite ça. Je vous dirais que c'est impressionnant. Là, je regrette de ne pas avoir mis de photos dans ma diapositive parce que c'est impressionnant. Mais ça fait en sorte que, en fait, c'est comme une efface, puis on vient enlever tous les dommages. Ce qui est bien de cette chimiothérapie-là, c'est que, premièrement, il n'y a pas d'autres symptômes. C'est pas comme une chimio d'un cancer, comme on a en tête, on perd nos cheveux, on est malade, on est faible, etc. C'est local, étant donné que c'est en crème. Il n'y a pas d'autres symptômes, ça vient traiter uniquement ce que ça touche. Si on met cette crème-là sur un bébé, il n'y aura aucun effet. Ça vise uniquement les cellules anormales de la peau. Donc, c'est quand même intéressant parce que des fois, on a une petite affaire qui nous gosse, on le met là-dessus, puis finalement, on en met un petit peu autour par accident, puis ça réagit quand même, c'est parce qu'il y aurait quelque chose qui serait sorti à ces endroits-là, dans le fond, à un moment donné. Ensuite, on fait évidemment les suivis annuels. Quand on a diagnostiqué, traité, enlevé un cancer de peau, les chances d'en avoir d'autres dans notre vie sont très élevées parce que le premier cancer de peau, c'est juste les dommages les plus vieux, comme je vous avais dit tantôt. Mais tous les dommages qui sont venus après sont encore là, puis vont probablement finir par sortir à un moment donné. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il est trop tard pour se protéger. Je veux juste remettre ça sur la table parce que on espère vivre bien longtemps. Puis, si les dommages sortent, disons, les premiers dommages peuvent sortir, disons, après 20 ans, bien, il y en a une méchante gang d'entre vous qui, dans 20 ans, ils vont être encore là. Puis, ils vont avoir encore le goût de voyager, puis de s'amuser, puis de voir leurs petits-enfants, puis leurs enfants, puis la famille.
Il n'est pas trop tard pour vous protéger. En dermatologie, il n'est jamais trop tard pour vous protéger. Mettez-en de l'écran solaire, cachez-vous du soleil, protégez-vous. Finalement, la partie fun. Les avantages pour vous. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est parce que la clinique SSMT a, dans le fond, décidé de vous donner à tous les membres de la NRF des rabais sur les services pour vous permettre d'avoir accès encore plus facilement aux soins si jamais vous n'avez pas d'accès facile dans le réseau public. Les avantages, entre autres, 10 % de rabais sur les frais de consultation, sur les examens diagnostiques et sur les soins infirmiers. Les consultations, il y en a un paquet de types. Il n'y a pas juste la consultation en dermatologie. Il y a la consultation médicale aussi. Tous les rendez-vous là, en médecine familiale, les rendez-vous d'urgence, les rendez-vous de suivi de vos maladies chroniques, le bilan préventif annuel, etc. Ça compte tout comme des consultations. Les consultations voyage sont inclus là-dedans aussi. Les consultations infirmières pour la santé de la femme sont inclus là-dedans. Les consultations, il y en a-tu que j'ai oublié? Ah, j'ai pas mal fait le tour. Je suis pas pire. Les consultations, en fait, pour le zona, le traitement du zona, le traitement des soins de pied, etc., aussi sont inclus dans ce rabais-là. Ensuite, un rabais de 10 % sur les examens diagnostiques. Entre autres, les prises de sang, qui est un de nos services, on va se dire, les plus populaires. La majorité des gens connaissent SSMT pour ses prises de sang, malgré qu'on fait beaucoup d'autres choses. Donc, un 10 % de rabais sur les prises de sang, sur les électrocardiogrammes, différents examens en fait que votre médecin de famille pourrait avoir demandé ou que si vous êtes venu faire un bilan annuel à la clinique, un examen préventif, on pourrait les prescrire aussi, dans le fond, parce que c'est des examens qu'on ne fait pas nécessairement juste quand on a des problèmes. Il existe des moniteurs à pression qu'on porte à domicile qui permettent de diagnostiquer des hypertensions un peu dures à diagnostiquer. Des fois, est-ce que c'est le syndrome de la blouse blanche? Est-ce que vous êtes hypertendu juste parce que vous êtes chez le médecin? Il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Bien, ça permet d'avoir une vue un peu plus d'ensemble de votre pression. Les lavages d'oreilles sont inclus là-dedans aussi. Comment est-ce que vous pouvez bénéficier de cette offre-là? C'est assez simple. Vous faites simplement présenter votre carte quand vous arrivez à la clinique. Vous n'avez pas besoin de le mentionner à l'avance. Vous n'avez pas besoin de faire plus de démarches que ça. Vous prenez votre rendez-vous, puis quand vous arrivez sur place, vous faites simplement dire « J'ai ma carte de la NRF » et vous avez accès à tous les rabais qui sont inclus dans l'entente. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'il y a un remboursement de l'assurance maladie du Québec lorsque... Merci. Est-ce qu'il y aurait un remboursement de l'assurance maladie du Québec? Supposons qu'on va à la clinique privée. Il n'y a pas de remboursement par la RAMQ. SSMT est une clinique qui est entièrement privée. Par contre, il y a beaucoup d'assurances collectives ou d'assurances privées qui remboursent. Si vous avez encore accès à vos assurances du gouvernement, il y en a qui conservent leurs assurances du gouvernement. On les a toutes. Vous les avez toutes? Ça couvre... Canada de vie. Exactement. Ça couvre beaucoup. Si vous n'êtes pas certain là, que ça couvre, vous pouvez nous appeler, nous envoyer un petit courriel, nous demander une soumission. Nous, on va vous faire une facture de soumission, on vous l'envoie. Vous la faites parvenir à votre assureur, puis vous allez même pouvoir savoir d'avance ce qui va être couvert. De façon générale, Canada Vie est une très bonne assurance. On reçoit d'ailleurs fréquemment des demandes de confirmation à la clinique qu'un patient a bien eu une consultation en dermatologie. Donc, on sait qu'il y a... Puis là, prenez pas ça pour du cash. Ça dépend de dans quel département vous étiez. Ça dépend c'est quoi votre package d'assurance. Mais il y a au moins certains packages qui remboursent les consultations infirmières, les consultations en dermatologie, consultations médicales, les vaccins, les prises de sang. La majorité des examens diagnostiques peuvent entrer là, dans le remboursement des assurances collectives. Mais celle pour les pensionnés, c'est toute la même affaire. Tout le monde a la même affaire. Tout le monde a la même chose. Donc, ça vaudrait la peine, si jamais à un moment donné vous prenez un rendez-vous, vous voulez savoir à l'avance, demandez-nous une solution. Vous pourrez l'envoyer puis savoir si c'est couvert à l'avance avant de vous présenter sur place. J'ai deux petites questions. Quand tu parles du zona, là, ça fait bien peur. Puis je me rappelle... Oui, mais c'est ça, c'est terrible. J'ai eu le vaccin, mais c'est certain que ça dure à vie, ça? On n'a pas besoin de le refaire faire? Jusqu'à maintenant, les études démontrent que ça dure pour la vie.
Il n'y a pas de nécessité de recevoir le vaccin une deuxième fois si Non. vous êtes vacciné, à l'exception de si vous avez reçu le Zostavax au lieu du Shingrix. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu le Zostavax dans le temps. Il a été sur le marché pendant pas longtemps, là, quelques années, puis ils se sont rendus compte en réalité que la protection ne durait vraiment pas longtemps, et donc ils ont remplacé par le Shingrix. Si vous n'êtes pas certain de celui que vous avez reçu, à la clinique, on offre aussi des consultations vaccinales. Donc, c'est des consultations vaccinales, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir besoin d'un vaccin. Vous pouvez y aller juste pour dire « Je veux m'assurer que je suis à jour. Peux-tu me dire, je suis à jour sur tout? Est-ce qu'il y a des affaires que j'ai besoin de recevoir, des mises à jour, etc. » Puis, en plus, cette consultation-là, bon, c'est une consultation de 85 $, mais si ça donne que vous avez besoin d'un vaccin, on vous crédite 50 $ là-dessus. Donc, en fait, la consultation coûte 35 $ si jamais vous la prenez. Alors, ça coûte quand même une belle façon de s'assurer que vous êtes à jour. Une autre petite question, le Prévenant, quand tu parlais de l'autre vaccin qui complète, Oui. si on ne se rappelle pas si on a eu le Prévenant, qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il un endroit qu'on peut savoir? Dans votre carnet vaccinal, normalement, ça devrait être écrit. Par contre, d'expérience, je vous dirais que 50% des gens ont perdu leur carnet vaccinal dans un déménagement, à un moment donné, quelque part dans le fond d'une boîte, c'est resté dans le truc de déménagement, on ne sait plus où. Il est chez maman, on ne sait pas trop. Donc, on peut regarder dans le registre vaccinal, nous, lors d'une consultation vaccinale à la clinique, si vous avez déjà reçu ce vaccin-là. En fait, tu t'es inscrit automatiquement. Habituellement. Là, le gouvernement va à la vitesse, en fait, le réseau de santé publique va à la vitesse du réseau de santé publique, c'est-à-dire qu'ils ont deux vitesses, ils ont arrêté ou reculons. Ils ont commencé il y a quelques années à importer tous les vaccins qui avaient été donnés depuis qu'un registre existe dans un registre informatisé. C'est à jour pour la plupart, mais des fois, il en manque quelques-uns. Dans le fond, la façon que ça fonctionnait avant, vous alliez au CLSC, vous receviez votre vaccin, eux autres, ils marquaient sur une petite feuille ce qu'ils vous avaient donné, puis ils envoyaient ça à la santé publique. Puis là, la santé publique, ils ont décidé il y a quelques années qu'ils ouvraient ces boîtes-là, puis qu'ils mettaient tout ça sous forme informatique. Donc, si ce n'est pas à jour pour vous, c'est peut-être que votre petit papier est encore dans une boîte quelque part, puis ça va être à jour à un moment donné, ou que ça ne s'est pas rendu. Donc, si vous avez votre carnet de vaccination, on conseille toujours de l'apporter pendant une consultation vaccinale. Puis nous, avec le carnet de vaccination, puis avec le registre en ligne, on a une belle idée du portrait vaccinal. Puis ça nous permet de vous mettre à jour par la suite. Oui, madame, vous avez une question? Oui. Attendez une seconde, je veux juste... Il y avait madame ici avant. Est-ce que vous pouvez retenir votre question, madame? Je m'en viens vous voir. Pour le Zona, j'ai eu la piqûre il y a 20 ans passés, Mhm. puis ils m'ont dit que c'était plus bon. Fallait que je reprenne le Zona. Ok. J'attendais d'avoir 75 ans pour l'avoir, mais maintenant, depuis février, c'est 71 ans. Mhm. C'est gratuit. Que c'est gratuit, effectivement. Par En contre, il y a deux des doses. gens qui ont... Oui, il y a des gens qui n'ont pas 71 ans, ou il y a des gens pour lesquels c'est plus difficile d'y avoir accès en pharmacie, entre autres des gens qui habitent en région, etc. C'est pour ça qu'on fait du domicile aussi là, pour la vaccination. Il y a certains vaccins qui sont effectivement offerts gratuitement à partir d'un certain âge. Ma question pour vous, c'est voulez-vous prendre la chance de l'avoir entre maintenant et le moment où vous allez avoir cet âge-là? Ça, c'est une question que seulement vous pouvez répondre. Personnellement, pour avoir eu le Zona, je vous dirais, attendez pas parce que ça fait mal. Puis, il y a des dommages à long terme, des douleurs chroniques à long terme. Donc, des fois, c'est quelques années de trop d'attente, surtout si vous avez des assurances qui remboursent. Regardez, si vous n'avez pas 71 ans et que vous avez des assurances, on vous fait une soumission. Si votre vaccin vous coûte quelques dollars, pour ne pas prendre la chance de l'attraper entre maintenant et l'âge de 71 ans, ça peut être une bonne solution quand même. Oui, alors, oui, moi c'était à propos justement de Prévenant. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est le premier vaccin pour la pneumonie et que maintenant il y en avait un nouveau qui était complémentaire que vous offrez, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce qu'il faut prendre, si je ne sais pas encore si je l'ai eu, Prévenant, mais je vais demander à mon médecin de famille. Et donc là, si on n'a pas eu si on a eu le Prévenant, bon, ben là on prend l'autre complémentaire. Mais si on ne l'a pas eu, est-ce qu'il faut l'avoir d'abord avant d'avoir le nouveau? En réalité, vous n'avez pas besoin d'avoir les deux, mais c'est suggéré d'avoir les deux. Le nouveau vaccin s'appelle Capvaxive. Ce Capvaxive
Capvaxive, C-A-P-V-A-X-I-V-E. Ce vaccin-là, dans le fond, va protéger pour les souches majoritaires pour les 65 ans et plus. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il existe un paquet de souches de pneumonie. Les souches qu'on attrape, en majorité, sont surtout en fonction de l'âge. Donc, les plus jeunes vont attraper certaines souches. Après ça, entre 50 et 60 ans, on attrape certaines souches, puis 65 ans et plus, etc., on attrape d'autres souches. Le Capvaxive, c'est le vaccin qui est maintenant recommandé pour les 65 ans et plus. Par contre, il ne couvre pas 100% des souches. C'est là où j'allais tantôt quand je vous disais que si vous recevez les deux, vous avez une couverture de 93% de toutes les souches en circulation. Donc, si vous avez déjà reçu Prévenor, mais que vous approchez le 65 ans, ou vous avez plus que 65 ans, recevoir le Capvaxive, c'est une bonne idée. Ça vient complémenter le Prévenor que vous avez reçu, ça vient augmenter votre immunité, puis ça aussi, il est bon à vie. Donc, ça peut être vraiment pertinent de recevoir les deux, de recevoir le Capvaxive si vous avez déjà reçu le Prévenor, ou de recevoir, si vous avez plus de 65 ans, mon conseil à vous, ça serait prenez le Capvaxive en premier, étant donné que les souches les plus fréquentes pour les 65 ans et plus sont dans ce vaccin-là. Si vous voulez, par contre, vous protéger encore plus, 1 an après avoir reçu le Capvaxive, vous pouvez recevoir le Prévenor pour venir complémenter à 93% de votre immunité. Vous pouvez faire l'inverse aussi. Si vous avez reçu le Prévenor, disons, récemment, 1 an plus tard, vous pouvez recevoir le Capvaxive. La recommandation, c'est... en fait, ce que les statistiques disent, c'est que c'est les souches les plus fréquentes des 65 ans et plus. Mais si vous avez moins de 65 ans, vous pouvez tout de même le recevoir. Là. Vous pouvez le recevoir malgré que vous n'atteignez pas l'âge le plus recommandé. Là. Oui, bonjour. Oui. Pourriez-vous décrire votre relation avec les médecins de famille pour l'accès à notre dossier médical? Parce que moi, j'ai pas la chance d'avoir un médecin de famille. Comment ça fonctionnerait? Dans le fond, on n'a pas toujours besoin à la clinique de recevoir une copie du dossier médical. Mais mettons que c'est pertinent dans votre cas, on vous fait signer un document, on l'envoie à votre médecin de famille, puis eux nous envoient une copie de dossier. Je vous dirais que de manière générale, les médecins de famille sont très collaborateurs avec ça. Là où c'est un peu plus difficile ou un peu plus long, c'est si on veut obtenir un dossier d'un hôpital. Là, il faut s'armer de patience parce qu'ils ont quand même pas mal de dossiers. C'est tout papier dans les archives, alors que la majorité des groupes de médecine familiale sont maintenant informatisés. Donc, faire une copie de dossier, c'est vraiment pas long. On peut même l'envoyer par fax électronique. Là, il n'y a pas de version papier. Ça se fait super vite. Donc, généralement, on a une bonne collaboration de la part des médecins de famille. Puis, je veux juste dire, je ne me rappelle pas si j'en ai parlé tantôt, mais rentrer dans le système privé, ça ne veut pas dire se désinscrire du réseau public non plus. Quand vous avez un médecin de famille, il vous enlèvera pas de sa liste si vous allez consulter au privé. Là. Donc, si vous avez une urgence, puis que vous avez besoin de consulter, puis votre médecin vous dit « J'ai juste la place dans 3 semaines, mais vous en avez besoin maintenant », vous avez le droit de consulter, puis on peut même envoyer là, sur demande un résumé de consultation à votre médecin pour que votre médecin soit bien au courant de tout ce qui s'est passé, puis qu'il soit à jour dans votre dossier. C'est la même chose pour les bilans préventifs. Il y a à peu près plus, si votre médecin de famille en fait encore, gardez-le, vous êtes super chanceux, mais il y a à peu près plus de médecins de famille qui font des bilans annuels. Donc, un bilan strictement préventif. Habituellement, on se fait dire, bien, pour consulter au médecin, il faut que tu sois malade, il faut que tu aies quelque chose là, à discuter. On ne peut pas juste le faire par prévention. Je veux me faire tester, je veux être sûr que je ne fais pas d'hypertension, je veux être sûr que je n'ai pas de diabète ou que je ne fais pas de cholestérol. La prévention existe de moins en moins au public parce que ça coûte cher et parce que les rendez-vous sont en quantité extrêmement limitée à cause du manque de médecins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au privé qui peut être complémentaire. Puis votre médecin de famille, il a accès à tous les résultats. On peut même le mettre en copie conforme des résultats. Il reçoit une copie dans votre dossier. La prochaine fois que vous allez chez votre médecin de famille, tout est déjà là, déjà disponible. Il sait à quoi s'en tenir. Puis si jamais il y a quelque chose, malheureusement, qui est diagnostiqué pendant le rendez-vous de bilan préventif, bien, soit on peut assurer le suivi, soit votre médecin de famille peut assurer le suivi. C'est pas parce que c'est diagnostiqué au privé que forcément vous êtes obligé de rester au privé. On travaille de pair avec le réseau public. Si on vous envoie faire des examens, vous pouvez le faire au public aussi.
Même chose si on réfère en médecine spécialisée, vous avez le choix d'aller au privé. L'option est là, pas juste à notre clinique, il existe plein de cliniques qui font de la médecine spécialisée, mais si vous voulez être référé au public, on vous réfère au public puis c'est couvert par votre carte. L'avantage du privé, c'est vraiment l'entrée dans le réseau, l'entrée dans la première ligne, obtenir rapidement un diagnostic. C'est là l'avantage, mais ce n'est pas une condamnation à rester au privé par la suite. Attends, Michel, on a juste quelques... Oui, allez-y, Oui, monsieur. bonjour. Si on passe par votre centre, est-ce qu'on a meilleur accès ou un accès plus rapide aux spécialistes? Parce que on va attendre longtemps si on passe par un médecin de famille qui est des expériences personnelles, ou on peut attendre, comme vous disiez tantôt, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que vous offrez une plus grande diligence en termes de... On n'a pas d'impact. Si on vous réfère dans le réseau public, c'est comme si votre médecin de famille vous avait référé dans le réseau public. Souvent, ce qui est difficile d'obtenir, c'est la référence pour y aller, parce que soit on n'a pas de médecin, soit il y a des délais d'attente, etc. Donc, nous, on fournit la première ligne, le point d'entrée, on vous réfère. Mais une fois que la référence est rendue au CISO, dans le réseau public, vous allez à la même vitesse que les autres patients. Par contre, si vous pouvez consulter plus vite pour avoir votre référence, puis que vous sauvez 6 mois, 8 mois sur la liste d'attente, ben, c'est déjà ça, parce que la référence, plus rapidement elle est envoyée dans le réseau, plus rapidement vous êtes vu là-bas. Bonjour. Moi, j'ai perdu mon médecin. Moi, j'ai perdu mon médecin en décembre. Et puis, il faut que j'aille une fois par année à Montréal pour une infiltration. Est-ce que vous fournissez la lettre? Est-ce que vous pouvez remplir le formulaire pour que j'apporte avec moi à Montréal? Oui, absolument. On peut remplir les formulaires sans problème. On a une autre question ici à l'arrière. Ça fonctionne ça? Oui. Je voudrais savoir, est-ce que l'information, quand on consulte bien de santé ou quoi que ce soit, hein? OK. Est-ce que ça va dans le carnet santé Québec? Ça, c'est le public. Absolument. Oui. Tous les examens qu'on fait sont envoyés dans le carnet santé. Donc, premièrement, vous, 1 mois après que les résultats soient disponibles, vous avez accès. Donc, c'est importé automatiquement. Puis, évidemment, si vous faites les examens qui ont été demandés par nous, on contacte chacun de nos patients. Là. Il n'y a pas d'histoire de pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Vous avez besoin d'attendre 1 mois pour aller voir en ligne là, si les résultats sont arrivés. Si vous consultez, on avise 100% des patients de leurs résultats aussi. Puis les effets secondaires quand on a un vaccin Zona, moi, j'ai pas eu ça. C'est quoi? Est-ce que c'est différent de personne à une autre? Ou? C'est différent d'une personne à une autre, puis d'un produit à un autre aussi. Le vaccin pour le Zona, je connais des gens qui l'ont reçu qui n'ont eu aucun symptôme, rien du tout, même pas un mal de bras. Puis il y en a d'autres qui ont été un peu sur le banc de côté pendant quelques jours. Donc, ça dépend vraiment des gens. Moi, je conseille toujours, peu importe le vaccin que vous recevez, de le recevoir à un moment où vous avez quelques jours où vous n'avez pas quelque chose de bien important à faire. Ne recevez pas votre vaccin 2 jours avant de partir en vacances. Ça se pourrait que là-bas, les premiers jours, vous soyez un petit peu plus moche. Généralement, c'est ça. Vous pouvez vous fier aux autres vaccins que vous avez reçus aussi. Là. Évidemment, c'est des produits différents, mais si à chaque fois que vous êtes vacciné, vous avez de la misère pendant 2-3 jours, les chances que vous ayez un peu de difficulté, encore une fois, sont quand même bonnes. Versus il y a des gens qui ne réagissent pas du tout, là, pour qui ça va très bien. Oui, je voulais vous demander... Michel, comme ça. Ah, OK. Proche. On vous entend. Oui, je voulais vous demander par rapport au vaccin contre la pneumonie. La première fois que je l'ai eu, c'est le CLSC en donnant le vaccin pour la grippe qui l'a offert. La dernière fois, j'ai eu le vaccin pour la grippe, ils ne m'ont pas parlé du deuxième possibilité. Est-ce que c'est automatique ou pas? Ce n'est pas automatique. Dans la grande majorité des cas, quand on va se faire vacciner pour la grippe, c'est tout ce qu'on reçoit. Ou pour COVID, c'est tout ce qu'on reçoit. Les endroits où est-ce qu'ils sont plus susceptibles de vous proposer d'autres vaccins, c'est dans les cliniques qui ne sont pas des cliniques publiques parce que il faut qu'on se démarque. Là. Donc, on essaie de faire mieux, on fait plus de recherches, on regarde pour être sûr que vous êtes bien à jour sur tout. Là. Donc, c'est sûr que c'est pas automatique.
Pour votre vaccin, cette année, le nouveau vaccin Capvaxive, là, il est sorti, il a été approuvé en novembre. Ça fait plus longtemps que ça qu'il existe. Évidemment, il y a eu des études qui ont été faites et tout ça, mais il a été officiellement approuvé comme le vaccin numéro 1 à recevoir après l'âge de 65 ans en novembre dernier. Si vous avez été vacciné avant ça, c'est peut-être pour ça qu'ils ne vous l'ont pas proposé, ou tout simplement parce que c'est un nouveau vaccin, puis si on ne se tient pas très à jour, on ne sait pas qu'il existe. Les experts en vaccination, c'est parce qu'ils regardent constamment, sont en contact avec toutes les compagnies qui créent les vaccins, ils sont avisés rapidement quand il y a des nouveaux vaccins qui sont disponibles sur le marché et ils sont bien formés aussi sur qu'est-ce que ça mange en hiver, ce vaccin-là, et pourquoi lui versus un autre. Merci. Moi, j'avais une question sur les services que vous offrez qui sont post-opératoires. On a de moins en moins de services dans la région de Gatineau et je vais être opérée à Montréal bientôt. Et je voudrais savoir quel genre de soins infirmiers vous offrez après l'opération. Parce que là, j'ai très peu d'informations. Je sais que je vais être informée 15 jours avant l'opération, tout simplement. J'ai quelqu'un de ma famille qui va venir m'aider, mais elle ne connaît rien dans le domaine de la santé. Et donc, dans ces cas-là, vous êtes présent pour quel genre de soins, comment ça peut s'articuler. Ça me sécuriserait de savoir que, de connaître ce genre les soins que vous pouvez offrir, puis savoir comment ça peut s'articuler avec le système public. Voilà. En fait, on fait effectivement du soin post-opératoire et de la convalescence à domicile là, en termes de soins infirmiers. Tout dépendant des besoins, il y a notre partenaire aussi dont je vous ai parlé tantôt qui peut aider là, avec l'hygiène, les déplacements et tout ça. Par contre, au niveau des soins infirmiers, là, on va faire entre autres tout ce qui touche aux soins de plaie, là, maintien, changement de pansement, retrait des agrafes ou retrait des sutures, les évaluations pour s'assurer que ce n'est pas infecté, etc. On fait aussi là, on peut faire des signes vitaux à domicile pour s'assurer que tout est stable là, après l'hospitalisation ou pendant la convalescence. En réalité, je vous dirais qu'on s'adapte énormément aux besoins. C'est difficile de lister toutes les choses qu'on fait parce qu'en termes de soins infirmiers, il existe des milliers d'actes qu'on peut faire. Ce qu'on recommande généralement, c'est si vous avez un besoin en soins infirmiers, là, si ce n'est pas écrit sur notre site web, c'est pas grave, contactez-nous quand même. Dans la majorité des cas, c'est des choses qu'on peut faire. On fait, si après l'opération, vous avez une sonde urinaire, on peut aussi faire la gestion de votre sonde urinaire, la réinstaller, l'enlever, etc. C'est très, très large ce qu'on peut faire en termes de soins infirmiers et on s'adapte toujours aux besoins du patient. En termes d'heures aussi, je vous redonne tout à fait, en termes d'heures, la clinique a ses propres heures d'ouverture, mais les soins à domicile ont des heures bien différentes. Là, on s'adapte aux patients. Quand il y a des soins qui sont nécessaires la fin de semaine, on ne dit pas on ne peut pas le faire parce que c'est fermé la clinique en fin de semaine. On fait les soins quand même. On y va en fonction de vos besoins réels, en fait. J'avais une question complémentaire reliée à ça. C'est comment ça s'articule avec le public? Comment ça s'articule avec le public? Finalement, les soins que vous proposez. Bien, en fait, ça s'articule. Si vous avez, vous, des suivis médicaux, bien, nous, évidemment, on suit les instructions du médecin. Généralement, le médecin va dire on a besoin de tel soin, ou il faut enlever les points de suture dans tant de jours, il faut les enlever de telle manière, voici les instructions, etc. Donc, on va suivre les recommandations du réseau public. Puis, évidemment, on ne prend pas la place, nous, de votre médecin. Là. Donc, si vous avez été opéré, vous allez avoir éventuellement un rendez-vous de suivi avec votre médecin traitant. Souvent, les médecins, quand vous sortez d'une chirurgie, vont faire une demande en CLSC pour des soins. Le CLSC offre des soins à domicile. Par contre, leurs critères d'offre sont extrêmement serrés, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de disponibilité parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel. Puis on voit pas mal moins de patients quand on est à domicile, évidemment, que quand on peut les enchaîner en CLSC ou en clinique. Donc, si moindrement vous êtes capable de vous déplacer, vous ne coterez pas là, dans la liste là, pour les soins à domicile. Donc, il faut vous rendre en CLSC généralement pour recevoir les soins. C'est à ce moment-là que nous, on peut entrer en ligne de compte puis aider là, à la maison plus tôt. Des fois, on peut aussi travailler conjointement avec le CLSC. Le CLSC peut être capable d'offrir certains soins sans être capable de tout offrir. Donc, nous, on peut offrir les soins complémentaires
qui ne sont pas fournis par le CLSC parce qu'il y a, disons, un manque de ressources ou pas de plage horaire disponible. Alors, ça arrive souvent que on a une infirmière qui va à domicile, mais le lendemain, c'est le CLSC. On travaille conjointement de cette manière-là. Bonjour. Question complémentaire quant à l'obtention du dossier médical. Si, comme Madame mentionnait tout à l'heure, vous n'avez plus de médecin, est-ce qu'il est toujours possible d'obtenir le dossier médical? Et si oui, quelle est la procédure que vous suivez? La procédure va dépendre de comment le médecin, en fait, a légué ses dossiers. Des fois, la clinique va garder une copie, surtout maintenant avec les dossiers électroniques. Là, je vous dirais que la grande majorité des GMF, là, les groupes de médecine familiaux, ont la même compagnie de dossiers électroniques que nous, on a en clinique. Ces dossiers-là, il n'y a rien, pour la protection de l'information, c'est impossible de supprimer quoi que ce soit. Donc, votre dossier, là, théoriquement, si votre clinique est informatisée, ils l'ont encore, même si votre médecin de famille n'est plus là. Ensuite, si votre médecin vous a transféré à quelqu'un ou vous êtes un peu dans le limbo de votre GMF, encore une fois, le GMF devrait avoir le dossier, mais si votre dossier a été transféré à un autre médecin, cet autre médecin-là devrait avoir accès aussi. Finalement, si aucune de ces réponses s'applique à vous, le Collège des médecins conserve aussi les dossiers. Si votre médecin a pris sa retraite et n'a pas été capable de vous léguer à un collègue, c'est le dossier, le Collège des médecins directement qui reprend en charge le dossier, donc qui aura accès à une copie. Mais moi, je vous dirais, tentez d'appeler le GMF en premier, parce qu'avec les dossiers électroniques maintenant, il n'y a plus rien qui est supprimé. Donc, même si c'est archivé, ils y ont accès quand même et ils peuvent quand même vous les transférer, soit à vous, soit à la clinique, la destination de votre choix. Et moi, c'est à propos d'une question sur les vaccins. Oui, une question, c'est à propos des vaccins. Pour les vaccins de la grippe, l'information qu'on a en général, c'est assez clair, c'est annuel. Et pour les vaccins de pneumonie, je trouve qu'il y a un petit peu de confusion sur qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que ça fait. Par exemple, est-ce que le vaccin de pneumonie, c'est annuel? Puis si on a eu une pneumonie qui a presque une hospitalisation, est-ce que le vaccin est efficace? Est-ce qu'on devrait l'avoir annuel? Vous pouvez commenter là-dessus? Les vaccins contre la pneumonie, puis même le vaccin contre le VRS, là, qu'on entend beaucoup ces temps-ci, ce sont des vaccins qui sont bons à vie. Vous les recevez une fois et vous êtes protégé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se répète annuellement comme COVID ou comme le vaccin contre la grippe. Si vous avez eu une pneumonie, évidemment, les vaccins vont protéger contre des souches spécifiques. C'est pas impossible que si vous développez une pneumonie, ça soit une autre souche que celle pour laquelle vous aviez une protection avec le vaccin. Il existe différentes souches, mais comme je vous disais tantôt, des fois, en combinant des vaccins ensemble, on a une protection qui est beaucoup plus large. Donc, c'est ce que je recommanderais, mais c'est annuel. Je m'excuse, c'est pas annuel, c'est bon à vie. Les vaccins pneumonie et les vaccins VRS, c'est bon à vie. Donc, les vaccins qu'on a eu il y a 2-3 ans, ils étaient aussi bons que celui actuellement? Oui, c'est le même. En fait, jusqu'à ce que le vaccin ait changé. Donc, ce qui est sur le marché là, présentement depuis quelques années, c'est Prevnar 20. Celui-là, si vous l'avez reçu, le Prevnar 20, il est encore bon. Si on a eu une pneumonie qui était presque une hospitalisation, ce qui est le cas de Monico, il a eu le vaccin, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est sûr que dans ce temps-là, c'est de soigner la pneumonie. Donc, on consulte quand même, évidemment. On prend les antibiotiques nécessaires. Ça se peut que la souche qui lui a donné sa bactérie n'était pas couverte par le vaccin, parce qu'il existe quand même certaines souches. Tantôt, je parlais de 93% de protection. Ça veut dire qu'il reste quand même un 7% de souches en circulation pour lesquelles il n'y a pas de protection vaccinale. Sur la diapo de dermatologue, il y avait une phrase où vous disiez qu'il y avait la prise de rendez-vous d'environ 3 semaines. Est-ce que ça s'applique seulement pour les rendez-vous dermatologiques ou si c'est pour des consultations ou si on appelle pour un rendez-vous combien de temps est-ce que les délais de consultation les plus longs qu'on a à la clinique, en fait, c'est les consultations en dermatologie pour lesquelles il y a à peu près 3 semaines de délai. Et les consultations pour bilan complet préventif, le fameux bilan annuel en médecine familiale pour lesquels on a à peu près ça aussi, 3 semaines de délai. Ce sont les délais les plus longs.
Tout le reste, vous pouvez l'avoir plus rapidement. Là. Entre autres, consultation voyage, là, généralement, vous êtes capable de l'avoir en dedans de quelques jours. Alors, je veux juste intervenir un petit peu parce qu'il y a déjà des gens qui quittent. Alors, on va prendre les autres questions aussi si vous voulez rester. Mais je voulais faire un message, d'abord, un immense merci, Françoise, à toi et à ton équipe. Yannick et Stéphanie à l'arrière. Donc, je vous rappelle qu'il y a un kiosque en arrière si vous avez des questions. Alors, c'est une excellente présentation. On est très, très heureux de vous avoir comme partenaire privilégié à la section Outaouais.